Comme si marcher était le but à atteindre. Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 mars 2012. Aujourd'hui, je vous lis un passage, un entretien qu'a donné Armand Gatti dans l'ouvrage L'aventure de la parole errante de Marc Cravette. Comment avais-tu rencontré Rimbaud? Entre-temps, j'avais fait une grande crise mystique, que je n'ai résolue que bien plus tard. Qu'être là, autant jouer le jeu complètement. Je ne sortais plus aux récréations, ni même aux petites vacances. Je passais tout mon temps dans la chapelle. Après la crise mystique, il y a eu Rimbaud. L'été, le petit séminaire ne nous gardait pas. Je trouvais alors refuge à la bibliothèque de Monaco. C'était probablement une bibliothèque ordinaire, mais de 12 à 14 ans, j'y ai passé pratiquement tous mes après-midi de vacances. Je payais les abonnements avec l'argent gagné aux enterrements. J'étais alors sous-diacre à l'église. Je vivais avec les livres. Quand j'ai lu Crime et Châtiment, je me promenais avec une hache cachée sous ma veste. Il fallait que je puisse répondre à tout instant aux défis lancés par les livres. Même dans les situations qui s'y prêtaient le moins. Ma première expérience sexuelle, dans un lupanar monégasque, je l'ai connue avec Kant sous le bras. Ce n'était pas seulement pour me donner une contenance, mais aussi une identité. Faut ce qu'il faut. Rimbaud. Je l'avais pris à la bibliothèque et je suis entré au séminaire avec. À cette époque, le censeur avait la liste des livres mis à l'index par homme. Rimbaud avait droit à une double étoile. Ce fut un beau scandale. Dans Un homme seul, l'une des pièces chinoises d'Armand Gatti, le lieutenant Ma déserte du Kuomintang et descendant d'une longue lignée de mandarins, rejoint les partisans communistes avec une caisse de livres sur le dos. Gatti, en Corrèze. Quand je suis arrivé à Tarnac, chez Raymond, le boulanger communiste, je portais ma caisse de bouquins. Les souliers avaient mauvaise mine, mais j'arrivais en artiste, pèlerine, lavalière, exactement l'image de Ma dans L'homme seul. Je me souviens encore des auteurs, Henri Michaud, Hölderlin, Mallarmé, sans compter le Rimbaud inévitable. Même quand je me suis retrouvé dans les parachutistes, j'avais Rimbaud avec moi. Évidemment, c'était un corps d'armée où l'on jugeait plus intéressant de se torcher avec Rimbaud. J'en retrouvais parfois quelques feuillets au cabinet. Avec la paye suivante, je courais acheter un nouvel exemplaire. Comment es-tu arrivé au maquis? Tout s'est passé très simplement. Le père était mort. Dans les circonstances que tu racontes à la fin de la vie imaginaire, à peu près. Ma mère faisait des ménages et moi, j'ai fait un peu tous les métiers. L'occupation avait commencé. Il fallait trouver une issue. Après la guerre d'Espagne, nous n'avons connu que les enterrements du mouvement ouvrier. Cela explique peut-être par la suite tout ce que j'ai écrit et fait, hormis l'épisode de Bukowski et de la dissidence, est une suite de chants funèbres. Mais à l'époque, on pouvait encore croire que c'était pour demain. J'ai vraiment cru que la résistance était la veille de ce demain-là, et puis je suis parti. Tu pars dans la résistance et tu rencontres le maquis. Tout ce qui était cette période, tout ce qui est devenu la résistance, et plus tard une façon de penser le monde et d'essayer de l'exprimer, d'écrire le monde, ça a été le maquis. Le maquis, tout s'est passé là, tout est né là, tout m'est venu de là. En étant dans ce maquis, il y eut le sentiment que ce n'était pas tellement pour se battre. Le combat existait beaucoup plus par la présence, par le choix d'être là, que par le fait de tirer à droite ou à gauche. D'autant plus, comme je te l'avais dit, lorsque j'ai pris le maquis, les armes étaient à peu près inexistantes. Aucun parachutage. Il y avait des restants de dépôts qui avaient fait ceux qui avaient perdu la guerre de 39-40 et qui espéraient qu'elle recommence un jour. Ils avaient enterré à droite et à gauche des armes qui restaient bien planquées la plupart du temps, et les quelques dépôts qui ont été exhumés sont passés par d'autres mains que les nôtres. Pas d'armes,
sinon ce fameux 6.35 à barillet. Un pistolet de dame, comme on l'appelait à l'époque. Mais ce 6.35, en même temps, nous a permis le moment le plus juste, parce que ce genre de période ne procède que par moments justes. Ces moments justes qui donnent un sens à toute l'aventure, dans la mesure où il arrive à se répondre l'un l'autre. Et là, le moment juste, ça a été lorsque nous sommes partis faire notre première embuscade. On avait signalé qu'il y avait une colonne qui remontait vers le nord et qui traversait la Corrèze, et nous sommes donc allés l'attendre à Saint-Merd-les-Oussines, l'endroit où nous nous trouvions, près de Tarnac, au nord de la Corrèze. Nous sommes donc allés tendre cette embuscade. Nous l'avions bien préparée, avec les zones d'attaque et les zones de repli, d'autant que, circonstance aggravante, c'était rempli de neige et dans les bois, on laisse des traces derrière soi, quel que soit l'endroit où l'on cherche à foutre le camp. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a été arrêté finalement, à cause des traces dans la neige. Le convoi est arrivé avec ses automitrailleuses, ses blindés et tous les engins motorisés de la colonne montante, et nous n'avions pour faire face que ce pistolet 6.35. Lorsque la colonne est passée, on a tiré. Et il s'est passé cette chose formidable. Ils ne nous ont pas entendus. On a tiré 3 fois. Où est allée s'écraser la balle, je ne sais pas. Mais la colonne a continué, imperturbable. Il y a juste eu un regard d'inquiétude à un moment donné, parce qu'on les voyait, on était presque dessus. Avec un 6.35, il fallait être collé dessus. Il y a eu un regard d'inquiétude chez un des soldats, c'est tout. Mais pour moi, ça reste le moment capital. Ce regard d'inquiétude justifiait le maquis. Ce n'est pas le fait d'avoir étalé 30 ou 40 soldats ennemis, d'avoir fait sauter un convoi qui comptait, c'était d'être présent. C'était d'être là à ce moment-là et d'avoir provoqué ce regard d'inquiétude qui trouverait sa correspondance et son élargissement dans tout le reste de la troupe. Parce que ce qui fait la résistance, et qui a fait pour moi l'esprit de la résistance, et même lorsque j'essayais de le vivre à travers d'autres, par l'expression, comme Rouxel, comme le groupe Manouchian, comme tous ceux auxquels j'ai été en contact par la suite, la résistance, ce n'était pas tellement d'aller affronter avec un petit revolver ou une grenade à la main une armée qui était pendant des années une armée invincible, qui avait des moyens techniques fantastiques. C'était la dérision d'essayer de parler le même langage. Et dans un sens, ça rejoignait ce qu'était la résistance morale en Allemagne. Se battre, se résister, c'est d'abord une façon d'être, de refuser la loi du plus fort, même quand on est le plus fort. Je cite cet exemple parce que pour moi, il y a eu une importance très très grande. Et lorsque je me suis évadé du camp et je me suis retrouvé au moment complètement épuisé, à bout de route devant cet endroit où on avait monté l'embuscade, et c'est ça qui m'a donné le courage de poursuivre jusqu'à la ferme du père Élie, où j'ai finalement trouvé accueil après 3 mois passés entre Hambourg et Bordeaux, à rechercher un point d'appui où j'aurais pu renouer avec la résistance. Le maquis était le centre. De ma vie, jamais je n'ai eu autant de contacts, vu autant de personnes qui ont eu une importance aussi considérable dans ma vie. C'est là que j'ai rencontré Gramsci, que j'ai rencontré Michaud, que j'allais connaître plus profondément par la suite, que j'ai rencontré au hasard de ce qui pouvait tomber sous la main, Platon, Montaigne, tout un tas de personnages avec qui j'ai eu un dialogue réel. Et quand on peut imaginer ce qu'était le maquis, un trou sous la terre, enseveli dans la neige, dans une forêt, dans le nord du Massif central, c'est quand même un endroit qui se fait tout de suite aux dimensions de l'univers. Mais voilà ce que j'apporte. Et sous le regard consterné de tous les guériots, lorsqu'on arrive enfin dans le maquis, le brave lieutenant Ma, tout heureux, ouvre la caisse et dit « Voilà ce que j'apporte. » Et sous le regard consterné de tous les guériots, il sort des livres. Et c'est vrai que ça a été un peu ma principale préoccupation. Toujours, toujours, c'était d'avoir des livres avec moi. Première chose, plutôt que de chercher à avoir des papiers en règle.
Pour être en règle, moi, c'était d'avoir des livres dans ma poche. Une des choses les plus douloureuses pour moi, c'était lorsque j'étais parachutiste, le sort des livres que j'avais apporté. C'était plus facile de faire entrer des livres dans la guérilla que chez les parachutistes. J'ai vu tous mes livres, Rimbaud et Mallarmé d'abord, qui ont servi de papier à tous les derrières du 2e régiment de chasseurs parachutistes, glorieux s'il en fut. Une fin contre laquelle je ne pouvais rien. Ce type de lecture a été très triste. J'ose dire que ce n'était pas l'endroit qu'il fallait pour lire. En allant faire les coups de main par la suite, après que je me sois évadé du camp de concentration, quand on passait par la ville, le libraire avait ma visite. Parfois, il claquait des dents. Il avait peur. Il croyait que j'allais le tuer. Il me faisait don du livre pourvu que je m'en aille. J'ai toujours ramassé quelques livres, même si je n'en lisais que quelques lignes, parce que cette vie, entièrement soumise à l'action, ne permet pas toujours la lecture. Dans les premiers maquis, ceux d'avant l'arrestation, étant donné l'hiver continu qui s'était abattu sur la France à ce moment-là, étant donné le manque d'armes par les forces des choses, ça rendait la lecture nécessaire. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un ami Facebook, un camarade Facebook. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à ma librairie, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci, au revoir et bonne journée.